Dans cette émission, on s'est déjà rendu au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'époque moderne. Mais aujourd'hui, dans notre histoire, on va découvrir l'histoire celte de l'Alsace. On remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est parti! Oh, bonjour. Vous êtes perdu? Eh ben écoutez, je crois que j'ai retrouvé mon chemin avec vous. Bien. On se trouve où là, Marc-Paul? On se retrouve, vous voyez, à l'orée des légendes. Tout est expliqué là. Alors ne regardez pas les signes, on n'est pas sur Ganworld, mais je voudrais vous emmener voir quelque chose de magique. Alors vous me parlez de magie, ici c'est un endroit qui est très chargé, c'est ça? Oui, de contes, de légendes et d'énergie. Mais là, il y a des volets. Regardez-moi ce chêne, magnifique, bien ancré. Et on va pas faire comme Brassens sous mon arbre, sous mon chêne. Que puis-je vous renseigner? Ce chêne, j'ai l'impression qu'il a quand même quelque chose, il émane quelque chose. Et puis là, il y a deux autres grands chênes, c'est un lien? Oui, si vous êtes sur une place druidique, en fin de compte, c'est la trinité des 3 chênes qui sont reliés. Et c'est toute la base, je dirais, de la culture celtique, gauloise, des temps des druides, des bardes et des ovates. Alors vous-même, vous êtes barde, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Barde, c'est un chanteur, raconteur d'histoire. C'était le personnage qui était, en fin de compte, la parole du druide. On allait voir le druide, le barde prenait ses enseignements et il allait de village en village transmettre dans les clans différents messages qui pouvaient être des messages de rassemblement, des messages de paix, des messages de préparation de guerre. Et il avait peut-être aussi quelques potions qu'il avait préparées parce que dans certains villages, il y avait des dysenteries, il y avait certaines maladies, mais il ne faisait pas l'assemblage. Et le barde ne lisait non plus pas les oracles. Les oracles, c'est l'ovate. Alors comment on sait là aujourd'hui qu'il se passait des choses un petit peu mystiques ici, à cet endroit précisément? Comment est-ce que ce savoir s'est transmis? Alors, la culture celtique ou gauloise, encore que gauloise, il y a eu l'écriture romaine qui est arrivée, le latin, mais là, à cette époque-là, je dirais entre 300 et 350 ans avant Jésus-Christ, c'était que l'oralité. Donc ça se chuchotait d'oreille en oreille, et la mémoire était gardée dans les racines des arbres. Et cette personne avait le privilège de pouvoir entendre ces racines et de pouvoir les divulguer. Donc là, on parle de tradition séculaire, millénaire, mais ce sentier ici, le sentier des Demoiselles de Pierre, il a été découvert assez récemment, c'est ça? Alors, ça a été un incident, voilà. En 1991, parce que c'est pas 90, c'est 91, il y a eu une tempête terrible ici. Je ne parle pas de Léotard en 99. Et le forestier, qui était un forestier, je dirais, très ancré sur le minéral, druide, a eu un coup de cœur en voyant ce qu'il a découvert sur ce haut de massif, parce que je vous montrerai après des pierres de bornement forestier. C'était un massif qui n'était pas exploité. C'est pour ça que nous avons des armes séculaires et difficile d'accès, difficile d'exploiter, donc pas possible. Et bien sûr, il y a toute une mémoire là-dedans. Alors vous m'avez parlé d'un druide, il y a encore des druides aujourd'hui en Alsace? Bien sûr. Ah oui? C'est toujours des choses qui se pratiquent? Bien sûr. Et alors comment est-ce que tout ça a été installé finalement, parce que ça a été découvert après une tempête? Là aujourd'hui c'est plus tellement accidenté. C'est pas accidenté, ça veut dire que comité forestier, comité à l'ONF, et avec l'ONF ils ont eu l'idée de faire à l'époque, on faisait des chemins initiatiques, des chemins découvertes de la forêt, où on faisait rentrer les gens à nouveau dans la forêt. Il ne faut pas oublier, il y a 30 ans, les choses ont un peu évolué. Et bien sûr, il y avait tout pour faire un chemin ludique. Et on a eu l'écoute d'abord M. Alphonse Trossler, du maire de Rosheim, qui nous a beaucoup aidé, qui était conseiller général,
et du maire de Mollkirch, Richard Schleiss, qui est décédé, et qui nous ont permis d'œuvrer, je dirais, à nous créer ce chemin fantastique comme une bande dessinée. Oui, parce que si on regarde sur certaines pierres, on voit que parfois il y a des petites fées, des choses comme ça qui sont gravées. Ça, vous ne l'avez pas découvert comme ça quand même? Non, ça c'est quelque chose pour ne pas tromper. C'est des choses qui ont été faites pour dire aux gens, là où vous voyez des fées, c'est nous qui l'avons bougé, c'est nous qui l'avons fait. Mais il y a plein d'autres choses, si on sait observer, et que les initiés savent que c'est un grand lieu de soins. Si on n'est pas un initié, comment est-ce qu'on peut découvrir ce chemin-là sous cet angle-là? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous faire des découvertes? Alors, en rentrant déjà le soir, si vous vous promenez, vous allez vous sentir nettement mieux, vous allez dormir profondément, et vous allez faire des rêves magnifiques que vous ne faites pas avant. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la magie du chemin des Demoiselles de Pierre, du Mollberg. Tout simplement. Voilà. Et après... il y a des gens qui essayent de faire du commerce avec ça, mais ce n'est pas le but. C'est un sentier qui est assez long, il y a plein de choses à voir. C'est quoi les étapes un petit peu marquantes, les plus remarquables de ce sentier? C'est comme vous voulez le consommer. C'est une carte ouverte de ce que vous avez envie de manger de la forêt. Et quand vous avez envie d'y progresser. Je ne peux pas dire que c'est comme une visite touristique. On m'a conseillé de mettre des QR codes ou des choses comme ça. On va éviter cela. On va le laisser dans son état et dans son jus. C'est comme vous avez envie. Mais si vous êtes curieuse, si la curiosité vous envahit, si vos 5 sens sont en éveil, que vous voulez faire travailler, et comme les 5 sens sont en éveil, vous allez avoir l'intuition et après l'intention. Alors là, il y a une pierre très intéressante, je dirais ce qu'on appelle une pierre d'ancrage. En général, on se met pieds nus parce que nos semelles sont des isolants et on n'est pas relié à la terre. Et en fin de compte, si on se positionne dans les deux sens là, qu'on inspire et qu'on expire, on inspire la profondeur du sol, comme dans les racines d'un arbre, et on expire ce qu'on dégage comme un arbre de l'oxygène. Voilà. À partir de cet exercice où on retrouve une forme de quiétude et où on a, je dirais, la fréquence cardiaque que notre cœur bat, on peut se rapprocher de ce menhir qui, lui, est une vraie pierre, un vrai menhir. Il n'est pas marqué, il vibre et on a beaucoup de quiétude en étant avec lui. Depuis tout à l'heure, les arbres ils sont normaux, et puis là on arrive ici, d'un coup ils sont tout ondulés. Pourquoi? Alors vous rentrez dans un champ qu'on peut appeler un champ de vortex. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est qu'il y a des sources. Vous avez vu quand vous êtes parti au parking, il y a une station de captage. Cette station de captage, on capte les eaux de source du Mollberg. Et là, certainement, il y a des courants. C'est un moment, ces ruissellements de sources, ces ruissellements se retrouvent dans un lieu où le sol est peut-être, où il y a peut-être pas seulement de la silice, il peut y avoir une autre composition de roche qui fait que ça fait un siphon, et on appelle ça un vortex. Mais comme les racines vont puiser au fond dans le sol, elles subissent et elles transmettent. Alors on peut dire c'est des ondes telluriques, c'est des choses. Non, c'est uniquement un effet entre le sol, le captage d'eau qu'ils ont besoin pour vivre, et pour la chercher, eh ben, ça donne toute l'incidence à toute la structure, car les racines, le tronc et les branches, qu'on appelle les charpentières, tout est relié. Paul, c'est ça les fameuses pierres à cupules? Je vois que t'es pas en tenue, où est ton maillot de bain? La bonne soupe. T'as envie de prendre un petit chlouc là-dedans, là? Ouais, un petit chlouc, oui. C'est quoi une pierre à cupule? Une pierre à cupule, ça peut être plusieurs choses. Alors, bien sûr, on dit que ça peut être creusé par les hommes qui creusent pour avoir une cuve, pour faire des préparations. Du reste, on en voit deux à côté. Oui, c'est vrai. Ça peut être une érosion naturelle qui se fait aussi. Voilà. Il y a plein de légendes sur ces pierres-là. Mais c'est de toute façon féerique. Et moi, souvent,
et des photos le témoignent, je nettoie cette pierre-là et je m'y baigne. Mais l'eau est suffisamment chaude? Non, c'est pas une question de chaleur, c'est une question de résonance et de la mémoire de l'eau. C'était des soins qu'ils faisaient, je plaisante quand je dis ça, mais c'était des soins. Ils faisaient des adductions, c'était des soins. Alors, est-ce que c'est comme un hôpital où on est malade, on monte, on se fait soigner? Ça marche comme ça? Mais c'est un hôpital, ça. Ah ouais? Oui, mais c'est un lieu de soins, je fais que le dire, mais voilà, c'est un vrai lieu de soins. Le Mollberg était un lieu de soins. On soignait l'esprit, on soignait l'âme et on soignait le corps. Beaucoup de sceptiques qui ne croient pas forcément à... Des sceptiques? Ouais. J'en croise des légions des sceptiques. Des légions des sceptiques. Mais je sais que... Tenez, je vais faire un petit essai. Je vous invite à venir ici, en diagonale de quelque chose que quelqu'un va vous présenter bientôt, qui est exceptionnel. Mais moi, je vais vous faire ça. Regardez. Vous mettez bien vos mains comme ça. Vous relevez. Vous ne bougez pas, et normalement, ça se ferme. Voilà. Et qu'est-ce que ça indique, ça, alors? On va aller jusqu'au bout. J'avance au-delà de la pierre dressée, que vous voyez sur votre droite. J'avance, et normalement, je rentre dans un champ positif dans quelques instants. Et ça s'ouvre, et vous pouvez monter. Et là, vous êtes en résonance avec la Terre et le cosmos. Ah ouais, c'est impressionnant. Oh, je vous transforme. Donc là, vous m'assurez que c'est pas vous qui avez tourné avec vos pouces les baguettes dans un sens et puis dans l'autre. Écoutez, jeune fille, je vous donne. Allez, je vais voir par moi-même. Donc, est-ce que mes pouces sont bien? Faut les mettre sur la partie en dessous, voilà, ouais, la partie là. Comme ça. Voilà. Ok. D'abord, vos doigts, pardon, excusez-moi. Doigts bien droits, bras bien droits. Voilà. Les deux baguettes vers le sol. Voilà. Prenez l'énergie du sol. Ne vous crispez pas, vous êtes crispés comme tout. Je suis stressée. Alors, redressez, ça se sent, c'est terrible. Voilà. Et laissez faire les baguettes. Ok, je laisse faire. Laissez-les bouger. Et ça va venir parce que vous êtes en train de vous détendre. Vous ne faites aucun effet. Non. Ça se ferme. Ok. Maintenant, vous avancez. Ok, j'avance tout droit. Vous avancez tout droit. Là, je passe la pierre dressée. Arrêtez-vous. Oh mince. Vous êtes ouvert, vous êtes dans le champ. Je suis carrément ouverte là. Ouais. Vous êtes ouvert, vous êtes accepté dans le lieu. C'est fou. Est-ce que si je recule, ça va se refermer? Normalement, oui. Vous êtes comme quelqu'un que je connais. Le scepticisme, chez vous, ça vous habite aussi. Faut quand même que je vérifie. Eh ben alors? Ouais, ça se referme. Ah ouais, c'est fou. C'est bon. C'est bon, je suis druidique. Vous êtes, pour l'instant, apte à recevoir ce qui se passe en ce lieu. Bonjour Yvan. Bonjour Mélina. Vous êtes plutôt cartésien, c'est ça? Ah oui. On se trouve là sur un endroit qui est très important pour l'histoire du Sentier des Demoiselles. Oui, en 1996, il y avait ici tout un talus, c'était complètement recouvert. Et en 1996, des archéologues sont venus parce qu'au moment où on a découvert le talus, on s'est retrouvé avec des pierres qui ont été posées les unes sur les autres comme ça, comme un escalier. Alors, comme il y a eu cette découverte, et il semblerait que ce soit plutôt de main humaine, donc les archéologues ont fouillé un petit peu l'endroit et ils ont découvert en fait des objets archéologiques, du mobilier archéologique qui pourrait être de l'ordre du 4e siècle avant Jésus. Donc ça, c'était vraiment le petit sommet de l'iceberg. Voilà. Et c'est là qu'on a découvert, et c'est le seul endroit, c'est ça, qui a été fouillé par une équipe d'archéologues. Alors il y a peut-être d'autres endroits qui ont été fouillés un petit peu plus haut, mais en tout cas ici c'est là où on a pu retrouver pointe de flèche éventuellement ou de lance. On ne sait pas très bien parce qu'en fait on a perdu les objets. Mais on sait que les découvertes ont pu découvrir des petits morceaux de poterie,
Donc cette histoire de pointe de lance ou de flèche, et aussi un morceau de bois qui a pu être déterminé au carbone 14 de l'ordre de 350-400 avant Jésus. Donc il est clair qu'il y avait quand même une population qui était présente ici. Et de la position des pierres, et d'ailleurs sur tout le site, on voit qu'il y a des pierres qui sont dressées, puisqu'on les remarque bien à cause des stratigraphies qui sont verticales. Donc pour le coup, on peut être sûr qu'il y a eu une population qui était présente ici à cet endroit. Et donc c'est grâce à ces fragments d'objets qu'on arrive à déterminer une époque, mais on parle de Gaulois et on parle de Celtes. C'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est peut-être une question de période, mais en fait, les Celtes, ils existent toujours aujourd'hui, puisque même en Irlande, on peut trouver des Celtes, en Bretagne, on peut trouver des Celtes. Quand on va en Allemagne, on peut trouver des Celtes, mais après, ce sont des peuples qui se sont formés à fur et à mesure, qu'on appelle des Gaulois. Alors, il y a les Gaulois de la Gaule chevelue, il y a les Gaulois, la Gaule belgique. Ici, on est sur un terrain de la Gaule belgique. Ah bon? Oui, absolument. Et sur un peuple qui s'appelle les Médiomatriques, ici. Et on a aussi le peuple germain, qui est aussi un peuple gaulois, plutôt celte, gaulois. En fait, c'est fondu l'un dans l'autre. C'est-à-dire que c'est par période. On parle plutôt de Celtes quand on arrive à l'âge du bronze, et on parle plutôt de Gaulois quand on arrive vers César. Voilà. D'accord. Et comme là, les fragments qu'on a trouvés étaient en bronze, on en déduit que ça pourrait être plutôt du côté des Oui, Celtes. sauf que derrière, on a trouvé aussi un morceau de bois qui peut être analysé au carbone 14 de 350-400. Et là, on est typiquement dans la période de l'Athènes. Donc là, c'est plus l'époque du bronze, c'est l'époque de l'Athènes. Et alors ce peuple, on l'a vu à travers les époques, l'Alsace a toujours été un point de passage, un point de migration très important, un point stratégique. Absolument. C'était déjà le cas à l'époque? En fait, la population a toujours existé dans la région. Depuis le néolithique, on a même trouvé des morceaux de pierre taillée, des choses comme ça, surtout au Mont-Saint-Odile, là ça a été vraiment avéré. Mais sur toute la chaîne des Vosges, bien évidemment, au départ il y avait des nomades et des populations très anciennes, donc du néolithique. Et à fur et à mesure du temps, les régions ont été réinvesties par d'autres peuples, parce qu'à l'époque, il y avait énormément d'invasions, de gens qui venaient pour prendre le territoire, etc. Donc un brassage de peuples incroyable. Oui, vraiment en Alsace, on a toujours été un peu brinque-ballé d'un côté à l'autre. Voilà. Déjà à l'époque des Gaulois alors. Ouais. Et ce qui peut nous donner des indications, c'est effectivement sur le chemin, on trouve des pierres dressées, ce qui nous permet de dire que l'époque des pierres dressées, c'était quand même très ancien. Et souvent on dit que c'est plutôt de l'époque du bronze, mais il y en a eu peut-être d'autres qui ont été faites après, puisque le brassage des populations, et puis tous les cultes, toutes les choses sacrées, etc., les gens peut-être que remettent en place à fur et à mesure. Mais oui, les pierres dressées, c'est plutôt ancien, comme en Bretagne, comme en Angleterre, ou des choses comme ça. Donc ça peut être très ancien et de l'époque du bronze. Mais elles ont toujours été là pratiquement. Comme les marches qu'on a trouvées ici, bon, à la limite, on ne peut pas déterminer exactement à quel moment elles ont été mises. Ouais. C'est simplement les objets qui ont été découverts qui nous permettent d'avoir une datation qui peut être beaucoup plus fiable. Face à des structures de pierre un petit peu particulières qu'on n'a pas vues encore jusqu'ici sur ce sentier. Qu'est-ce que c'est? C'est des dolmens, c'est ça? Alors ici, effectivement, ça peut être un site très intéressant parce qu'on se rend compte que la position des pierres, la position de cette roche au milieu qui est vraiment centralisée avec un beau menhir ou plutôt un dolmen. Et au fond, on peut voir qu'il y a deux structures qui ont été apparemment mises intentionnellement, comme un peu des dolmens. Ça ressemble à des dolmens, mais en tout cas, ça semble être mis intentionnellement. Et quand on regarde le site ici, avec le dolmen qui est ici, les deux dolmens, et puis les pierres qui sont dressées tout autour, qui forment pratiquement un cercle autour, on peut éventuellement s'imaginer qu'ici, ça pourrait être un lieu de culte, un culte païen, des rituels païens, ça peut être des tas de choses, mais en tout cas quelque chose qui peut être important, parce que on rencontre assez peu souvent ce genre d'organisation en fait des pierres relativement énormes qui doivent demander beaucoup d'énergie pour les déplacer. Alors c'est quoi finalement un dolmen? À quoi ça servait?
Peut-être pour repérer, pour l'astronomie éventuellement, puisqu'on sait qu'à Stonehenge par exemple, qui est le plus connu, il y a énormément de pierres qui ont été disposées en rond et qui permettent peut-être de faire de l'astrologie. Mais il y a toujours un débat qui est par rapport à ça. On ne sait pas encore tout à fait le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, il y a une intervention humaine de toute façon, et avec des possibilités humaines très importantes pour pouvoir déplacer ces blocs. Et d'ailleurs, les blocs venaient de très très loin. Bon, celles-ci, elles viennent certainement du plus près, du conglomérat qui est autour. Mais en tout cas, la disposition même peut faire d'ici un lieu quand même relativement intéressant au niveau de l'archéologie et de l'histoire. Et alors cette intervention humaine, comment est-ce qu'on arrive à la déterminer? Comment est-ce qu'on voit qu'une pierre a été dressée plutôt que juste a été comme ça, de façon naturelle? En fait, il y a des pierres où c'est pas facile de le savoir. Par contre ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est déjà pratiquement en haut du sommet. Donc pour planter des pierres comme ça, il faudrait pratiquement que le bloc tombe à la verticale pour être planté. Ce qui paraît un peu étrange. Mais surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des pierres qui ont la stratigraphie de la pierre, elle est verticale. Et tant qu'elle est verticale, ça prouve bien, parce que normalement, les strates, elles se font horizontalement. Et lorsqu'une pierre tombe, évidemment, elle peut se retrouver à la verticale en faisant ça. Mais si on en trouve sur des lieux comme ça, il y a peu de chances que ce soit simplement tombé. Donc il faut pouvoir les redresser pour avoir les strates à la verticale. C'est ce qui pourrait dire qu'effectivement... Mais là, on voit bien qu'il y a une intervention humaine, parce que c'est quand même assez étrange de voir... je sais pas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pierres dressées quand même autour, qui forment pratiquement un cercle, et cette pierre centrale, et les deux dolmens. Je trouve ça magnifique. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Mélina. Je viens de terminer là, ce fameux sentier. Il est quand même plutôt bien entretenu, il est bien balisé. Qu'est-ce que fait la commune de Mollkirch pour entretenir ici ce sentier? Écoutez, ça c'est notre rôle. Vous savez, la forêt c'est un milieu vivant, donc ça pousse, des branches tombent, donc c'est notre ressort d'entretenir, d'enlever les arbres qui jonchent le parcours, d'un peu de débroussailler, d'entretenir la signalétique pour éviter que les randonneurs se perdent dans notre forêt. Effectivement, alors ces randonneurs, ils sont plutôt encouragés ici à venir au sentier des Demoiselles de Pierre. Comment est-ce que vous mettez ça en place? Comment est-ce que vous mettez en valeur ce patrimoine? Alors la commune de Mollkirch, elle fait partie de la communauté de communes des Portes de Rosheim, au sein duquel il y a un office du tourisme auquel on adhère. Et c'est eux qui font en grande partie la communication sur ce sentier, même si nous, sur notre propre site internet, vous pouvez retrouver ce sentier de découverte qui est le sentier des Demoiselles de Pierre. Et alors quel rôle est-ce que ça joue un petit peu auprès de vos administrés? Qu'est-ce que pensent les habitants de Mollkirch de ce sentier? Écoutez, moi je pense qu'ils l'adorent et je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux administrés qui sont venus à notre village à travers ce sentier. C'est vrai? Ils ont découvert Mollkirch pour la première fois à travers lui. Alors bien sûr, les premiers utilisateurs, je dirais que ce sont les habitants de Mollkirch, bien sûr, qui emmènent leurs amis, leurs familles à la découverte de notre patrimoine naturel. Mais on a aussi beaucoup de gens de l'extérieur et on n'est pas très loin de Strasbourg en définitive. On a une demi-heure de route de Strasbourg et le week-end, pendant les vacances, il y a beaucoup de citadins, des gens des milieux urbains qui viennent ici pour découvrir ce fantastique environnement. Ouais, mais alors on peut carrément parler d'argument séduction de Mollkirch? Mais écoutez, c'est pas tout à fait faux, puisque vous savez, nous les petits villages, on est parfois en peine un petit peu à renouveler nos populations et on a un gros dossier par exemple qui nous peine de temps en temps, ce sont les réductions d'effectifs en milieu scolaire. Et c'est vrai que l'arrivée de jeunes couples qui sont attirés par cet environnement naturel nous favorise aussi pour maintenir les effectifs dans nos classes. C'est vrai, par ricochet. Et alors, est-ce que, par exemple, les élèves des écoles de Mollkirch, de l'école de Mollkirch, viennent ici faire des visites? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Oui, bien sûr. La forêt de Mollkirch, en général, le château du Gerbaden qui se trouve en son sommet et le sentier des Demoiselles de Pierre, ce sont des sorties privilégiées par les enseignants pour emmener les enfants à la découverte de la faune, de la flore, mais aussi de l'histoire, parce qu'ici on a une terre très riche en histoire.
Exactement. Et alors, il me semble qu'il y a un petit clin d'œil dans le nom alsacien des habitants de Mollkirch. Ah bah oui, bien sûr, les habitants de Mollkirch, comme tous les villages, ont un surnom. Et les habitants de Mollkirch, en dialecte alsacien, ce sont les Woldnickel, c'est-à-dire les lutins des bois, ou les trolls, si on veut. Alors, je vous laisse imaginer tout ce que ça peut engendrer en fantaisie. Si vous voulez rejoindre les dizaines de milliers de visiteurs qui empruntent ce sentier des Demoiselles de Pierre, eh bien comptez 4 à 6 heures environ de randonnée. Et nous on se dit à la semaine prochaine dans notre histoire.